Merci à Marie, un grand merci pour l'organisation de ce colloque, à Eva, grand merci, bravo, à l'Institut finlandais, à l'INALCO, tous les partenaires qui nous permettent d'être là aujourd'hui et donc d'évoquer cette belle région de la Volga-Oural, enfin de la Volga. Et moi, voilà, pour moi c'est encore le Volga-Oural. Donc question de la globalisation. De la globalisation d'abord en tant que telle, et ensuite par rapport à ce pays qui nous intéresse, la Russie, et à l'intérieur de la Russie, cette région de la Volga. En ce qui concerne la Russie et la globalisation, je pense que nous sommes en train de vivre un moment charnière, justement d'affirmation de la Russie dans ce nouveau monde qui se construit. Et les événements en Ukraine et autour de l'Ukraine m'incitent à penser qu'on passe dans une nouvelle phase. En tout cas en Russie, ça se sent de manière très, très, très sensible. Les Russes passent à autre chose, ils ont décidé de s'affirmer, de prendre position en fonction de leur intérêt et en oubliant la honte des années passées, des années 90 notamment. Pour ce qui concerne la région de la Volga, cette inclusion dans un espace globalisé se passe de la même manière qu'au niveau fédéral, mais avec des spécificités qui tiennent à l'histoire de cette région et notamment au fait que la région Volga-Oural est la principale région musulmane de Russie. Cela renvoie au fait que la Russie est un pays musulman, très clairement, avec 20 millions de musulmans, alors que sur l'ensemble de l'Union européenne, on a 13 millions. En Russie, on a 20 millions de musulmans. L'islam est une religion traditionnelle en Russie. Les musulmans sont des autochtones, depuis leur inclusion dans l'État moscovite. Donc, pays musulman et une perception qui est un petit peu faussée, comme vous, je pense, le savez, puisque quand on parle de l'islam de Russie, évidemment, on a tout de suite en tête le Caucase. Or, c'est une perception qui est fausse, puisque la majorité des musulmans de Russie vivent dans la région Volga-Oural, avec le deuxième centre qui est donc le Caucase, et ensuite en Sibérie un certain nombre de musulmans. Donc une région qui, à mon sens, mériterait beaucoup plus d'attention, et justement dans le contexte actuel des questions sur l'identité, sur le nationalisme. Qu'est-ce que le patriotisme? Qu'est-ce que être tatar aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être musulman aujourd'hui en Russie? Renvoyant évidemment en écho à toutes les questions qui se posent ici en Europe occidentale autour de la question aussi de la laïcité, du communautarisme, de l'islam, des migrants et de la montée du Front National, etc. Donc il me semble que cette région de la Volga-Oural est je dirais pas un modèle, mais un exemple à étudier, à analyser, pour peut-être enfin tirer des leçons d'une expérience historique qui est autre, qui est l'expérience de l'Empire de Russie, de la Russie actuelle, et qui peut peut-être nous apporter des éléments dans la gestion des questions qui se posent aujourd'hui en France et en Europe en général. Évidemment, cette question de l'islam, elle implique de poser quelques jalons comparatifs. D'abord, en ce qui concerne la société russe en général, qui est une société qui reste profondément religieuse. Je pense que si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas comprendre ce qui se passe vraiment en Russie. Et le tournant conservateur récent, quelque part, s'enracine dans ce fond religieux, dans ce maintien d'un rapport transcendant à la réalité.
une religiosité qui n'implique pas une pratique religieuse, mais qui est au quotidien très présente et qui se sent dans le discours des Russes, au sens politique du terme, avec en permanence un rapport à un sous-bas, un destin, l'horoscope. Les horoscopes ont un succès fou. Enfin, voilà, il y a cette idée qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir et qui nous déterminent, quelque part. C'est beaucoup plus fort qu'évidemment ce qu'on peut ressentir ici en Europe occidentale. Alors, ça renvoie, à mon avis, mais c'est encore à approfondir, justement à la période soviétique et à l'alternative qu'a représenté l'idéologie communiste comme anti-religion religieuse. Cette idée que il y a une permanence du religieux à travers le projet totalitaire, mais en partie religieux, d'instauration d'un nouvel ordre idéologique, quelque part religieux. D'où une évolution historique qui est spécifique et qui permet aujourd'hui de comprendre la force du religieux en Russie. On se souvient tous de l'affaire des Pussy Riots, la profanation qui a provoqué une réaction très forte au sein de la population russe, qui était un peu incomprise ici. On pense aussi à des phénomènes extrêmement surprenants en tant qu'analyste occidental, comme la conversion de villages entiers à l'islam, par exemple. On a parlé tout de suite donc de villages qui sont en déclin et qui voient leur population partir. On a aussi le cas de villages qui sont extrêmement prospères, où personne ne boit, où il y a une patinoire, où il y a une piscine, où il y a 2, 3, 4 enfants par famille. Il s'agit de villages qui se sont convertis à l'islam. On a le cas de Sredi Yeluzan, on a le cas de Belazior. Ce sont des villages tatars qui sont dans des oblasts russes et qui ont fait ce choix, qui remonte aux années 70, mais en tout cas qui a été concrétisé après les années 90, de se construire autour des préceptes religieux, autour de l'islam. Et le phénomène le plus intéressant, c'est que ces villages sont, dans les représentations, sont devenus des modèles. C'est-à-dire que quand on parle avec des villageois tatars, de villages un peu en situation économique difficile, où le niveau de chômage est élevé, tout ce qui a été décrit juste avant moi, ces villageois évoquent souvent avec admiration le cas de ces villages où le niveau de vie est extrêmement élevé, où tout le monde travaille et où l'ordre règne et l'harmonie sociale fait que ce sont des villages qui sont en expansion, prospères et qui donc servent de modèle au-delà des frontières. Évidemment, pour les autorités russes, ces villages que j'ai évoqués sont des villages wahhabites. Ce sont des villages peuplés de radicaux musulmans. C'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça. D'où la nécessité d'aller voir et d'aller comprendre ce qui se passe concrètement sur le terrain. À ce moment-là, on repère trois orientations dans
l'islam donc de Russie, et c'est pas donc un islam en Russie, c'est un islam qui renvoie à une tradition historique. D'abord, l'islam traditionnel, la préférence pour la stabilité des traditions islamiques, c'est l'islam historique, dont vous voyez ici quelques exemples avec le Orenburg. Donc c'est l'islam des campagnes, c'est l'islam des villages, c'est un islam qui est porté par des personnes relativement âgées, qui perpétuent les traditions, qui n'ont pas reçu d'éducation musulmane, mais qui se sont présentés aux villageois comme porteurs d'une certaine tradition, et donc qui exercent leurs fonctions avec leurs moyens, donc souvent moyens très limités, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas l'arabe, ils ne lisent pas l'arabe, ils lisent en traduction en tatar souvent. Ils mélangent les traditions locales avec les préceptes islamiques. Ils sont porteurs d'une autorité au sein du village, donc on fait appel à eux, ils ont une aura. Donc c'est l'islam des aïeux, des anciens. Alors souvent ils pratiquent moins que les jeunes, et ils procèdent aux cérémonies religieuses, donc de baptême, de mariage, d'enterrement. Et leur discours est un discours de continuité. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la continuité avec la période soviétique. Finalement, ce sont eux qui ont permis à l'islam de se maintenir. Et donc, ils voient d'un très mauvais œil arriver dans les villages des jeunes bien formés, des jeunes imams qui se prétendent porteurs du vrai islam. Et donc il y a un conflit entre les générations à ce niveau-là, qui est très sensible, notamment autour des questions de pouvoir, dès lors que le conflit se porte sur les postes qui sont disponibles dans les doums, dans les assemblées spirituelles qui se sont créées dans chaque république et oblast de Russie, où sont présents des musulmans, après donc la chute de l'Union soviétique, et donc où il y a eu un éclatement des assemblées spirituelles de l'époque soviétique. Pour aller plus vite, le deuxième composant de cet islam de Russie, c'est l'islam moderniste. C'est l'islam des intellectuels, l'islam des élites de culture musulmane qui se veulent porteurs d'une version moderne, européanisée de l'islam. On les trouve un peu partout, on les trouve surtout à Kazan, où ils ont un pouvoir d'influence important, notamment auprès de la présidence, avec notamment ce que je pense que vous connaissez déjà, c'est le concept d'euro-islam, d'accord, avec cette idée que les Tatars, plus rapidement urbanisés et modernisés que les autres peuples turciques de l'ex-empire de Russie, auraient un rôle particulier à jouer, de transmission, de pont entre les valeurs occidentales, la modernité libérale occidentale et le monde musulman, en
entrer dans cette globalisation dont on parle aujourd'hui. C'est un élément de cet islam de Russie qui est important, notamment dans le contexte actuel de médiatisation de cette question de l'islam, avec des acteurs qui ont un discours qui va être plutôt de tolérance vis-à-vis de ces courants radicaux, dont on va parler tout de suite, mais qui en même temps sont eux-mêmes très peu pratiquants. Ce sont des individus qui sont plus dans une posture intellectuelle que dans une vraie démarche de conversion et de croyance religieuse. Et troisième élément, c'est quelque part celui qui est le plus visible, le plus sensible, c'est le courant du radicalisme musulman que je ne vais pas renvoyer directement à l'islam. Il me semble que c'est davantage un phénomène identitaire, comme il y en a qui prend des formes différentes et qui peut prendre ce visage de l'islam radical. Les jeunes, évidemment, sont les premiers à être concernés par cette perspective, qui est l'idée de trouver du sens, de se départir d'un sentiment d'inutilité. Et donc ils font le choix subjectif, le choix identitaire de cet islam radical. Plus que l'islam, c'est la volonté de se prouver à soi-même que l'on est capable de se soumettre à des règles contraignantes, qui est le véritable facteur de conversion. Souvent, ces jeunes ne connaissent rien à l'islam. Ce qu'ils en connaissent, c'est à travers Internet, et leurs positions sont d'autant plus radicales qu'ils rejettent l'islam traditionnel des anciens et qu'ils se positionnent dans cet espace globalisé de l'islam radical, de la position anti-occidentale, d'une alternative à cet ordre déstructurateur qui est imposé par l'occidentalisation et la propagation des valeurs libérales et des pratiques capitalistes, autant de choses que l'on connaît. Pour ces jeunes musulmans, l'approche est individuelle. Et ils sont persuadés d'avoir la version authentique, évidemment, de l'islam. Évidemment, le fait que les vieux imams des villages soient tolérants vis-à-vis des traditions locales, les répulse, leur pose problème, parce que pour eux, voilà, le fait que l'interdiction d'alcool soit un précepte obligatoire, pour eux, il ne peut pas y avoir de concession sur ce plan-là. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas dans les villages où, voilà, évidemment, après un baptême, après avoir suivi la cérémonie religieuse du baptême, l'imam prend très facilement part au repas qui suit, et puis porte quelques toasts à la santé du nouveau-né. Je termine. Là, vous avez donc des photos qui défilent avec, là, ici, l'énorme mosquée de Samara. Là, qui nous renvoie à un autre problème dont on a en partie parlé,
qui est aussi liée à cette question de la mondialisation, qui est la question migratoire. Avec l'arrivée de nouveaux musulmans, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont de nouveaux musulmans d'Asie centrale ou du Caucase, et qui de plus en plus vont avoir tendance à s'approprier les lieux de culte et à vouloir construire des mosquées spécifiques, enfin, qui leur sont propres dans les grandes villes de Russie. Donc là, Samara, c'est pas encore le cas, mais les tendances sont là. Ça, Samara. Donc ça, c'est la mosquée de Oufa. Donc avec, là aussi, évidemment, alors surtout, ces trois éléments dont j'ai parlé, l'islam traditionnel, l'islam européanisé, enfin intellectuel, et l'islam identitaire, ce sont des idéal types, au sens de Weber, c'est-à-dire que dans la réalité, tout est mélangé et tout est éclaté. Il ne faut surtout pas avoir une représentation de l'islam comme un ensemble cohérent. On a des spécificités extrêmement importantes selon les régions, selon les contextes, selon les villes, selon les assemblées spirituelles auxquelles ces communautés musulmanes sont rattachées. Donc on a un éclatement de cet islam de Russie qui permet de comprendre que la Russie, à ce titre-là, est un pays comme les autres, est soumis à des processus d'individualisation qui provoquent ce type de radicalisation que l'on retrouve également ailleurs, et notamment en Europe occidentale et dans nos banlieues. Le point sur lequel je voudrais terminer, c'est l'idée que derrière ces phénomènes, ces épiphénomènes identitaires, on a en Russie aujourd'hui, dans cette région de la Volga-Oural, un islam intégré, un islam tout à fait pacifique, qui est de retour depuis la fin de l'Union soviétique. Là, on est dans un ancien cinéma d'Oufa qui a été en fait construit à l'endroit où se trouvait avant une église orthodoxe, et dans l'ancien cinéma, maintenant, on a construit une mosquée. Un paysage multiforme, une région multiconfessionnelle qui ouvre à des conclusions optimistes, dans la mesure où cette expérience de cohabitation pacifique entre des grands monothéismes est tout à fait extraordinaire quand on a l'occasion de la partager et de la vivre. Voilà. Je conclurai là-dessus pour ne peut-être pas prendre trop de temps. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je suis